la Shift. Donc tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler. Avant de parler spécifiquement de ce produit, déjà dire qui on est. Je vais attaquer, comme ça sera fait. Moi je m'appelle Romain Resson, je travaille pour la filiale France et pour Salomon. Je suis community manager, je suis un intermédiaire entre la marque et le milieu. Je participe aussi au développement des produits, mais mes missions principales sont de m'occuper des réseaux sociaux, bon appétit, des ambassadeurs. Je m'occupe d'organiser des tests sur les terrains pour les magasins sur les produits qui sortiront l'année d'après. Je m'occupe de faire un lien avec les médias. Enfin voilà, j'ai différents leviers, différentes missions pour la marque depuis une dizaine d'années maintenant. Et avant j'étais pro-writer pendant quelques années, ce qui fait que j'ai encore la capacité technique de pouvoir skier sur les produits qui sortiront dans 2, 3, voire plus tard. Sachant qu'on va pouvoir en parler ce soir et que vous êtes là, j'espère, pour me poser quelques questions. C'est aussi un échange sur savoir comment on conçoit un produit, quel est son cycle de vie, combien on fait de différents prototypes avant d'arriver à un produit qu'on peut vendre. Et puis on sera là pour ce soir aussi pour vous montrer un petit peu une vidéo sur la Shift et d'autres vidéos pour présenter les oiseaux qui sont là, qui vont se présenter également. Alors moi je m'appelle Tony Lamiche, je suis à la base un grimpeur qui après fait du ski, de la cascade et puis qui s'intéresse à fond au matériel. J'ai toujours voulu avoir le matériel qui me convenait dans la montagne et du coup j'ai passé quand même pas mal de temps dans ma vie à donner mes idées aux entreprises avec lesquelles je travaille. Donc j'ai fait plein de trucs, les piolets tordus si vous avez déjà vu ça, pour la cascade. Le premier truc que sur lequel j'avais travaillé avec Salomon, ça s'appelait la Gardiane. C'est comme ça que j'étais rentré. C'était donc pour faire une fixation qui a le même principe que la Shift, c'est-à-dire une fixation qui permet de descendre à fond, mais dans laquelle il y a l'option de monter. Et puis de fil en aiguille, ça étant le premier pas, on a fait plein d'autres choses, les chaussures, on a fait d'autres fixes, des casques, des masques, des bâtons, des skis. Vous connaissez peut-être un peu les gammes MTN, tout ce qui est sorti, tout ce qui est un peu plus attrait à la montagne. Voilà, j'ai énormément bossé là-dessus. Et il y avait ce petit projet qui, moi, me trottait dans la tête depuis un moment, c'était d'avoir une fixe station, dite alpine, mais qui fonctionnait comme une fixe alpine à la descente. Parce que pour moi, le premier truc qui était le plus important quand je fais du ski en montagne, c'est de pouvoir me déplacer quand même. Mais je trouvais super sympa de faire aussi du freeride. Donc les low-tech, je pouvais me déplacer, mais au niveau skiabilité et torsage de corps, c'est pas la même chose. Du coup, j'avais envie d'avoir quelque chose qui me permettait de me déplacer, parce que pour moi, c'est autant essentiel que de rider en fait. Je suis un montagnard plus qu'un skieur. Pour diverses raisons, juste pour me déplacer ou pour la sécurité. Et du coup, on a monté ce projet-là, il y a longtemps. Voilà. Du coup, on a travaillé. Et ça nous amène ici aujourd'hui, et donc on va en discuter un peu de tout ça. Je passe la parole à ma voisine. Ok, Liv Sansose, grimpeuse, alpiniste, skieuse et parapentiste. Je suis une athlète de Salomon et je participe au test des produits. Benoît Sublet, donc moi je gère les développements fixation chez Salomon. Donc je récupère les super idées à Tony. Il y en a un peu trop souvent. Et on essaye de mettre tout ça en forme. Donc voilà, avec pas mal de monde, typiquement j'ai géré tout le projet de la Shift pour qu'on ait aujourd'hui une belle fixation comme ça en magasin. Donc c'est un petit peu le process, on va en parler. C'est compliqué de faire un truc comme ça finalement. Hein. De l'idée à la réalisation industrielle. Moi je le vois de loin, la réalisation industrielle, je lui dis mais vous faites caguer là, vous n'y arrivez pas le tchitchou là. Et il me dit tu sais le tchitchou il prend 5 minutes à faire. Hein. Ouais. Et donc on va en discuter. Après il y a Gaël qui est là. Vas-y. Gaël. Je suis du team ambassadeur avec Papy et Tristan qui sont juste derrière et d'autres aussi. Voilà. Ouais,
Salomon s'organise avec une grande famille. Salomon, c'est une boîte qui est basée à Annecy, qui développe son matériel là-bas, qui fait les produits. Souvent, on voit Salomon comme une énorme boîte. Oui, c'est une grosse boîte, hein, il y a quand même 1000 personnes à Annecy, qui appartient à un gros conglomérat. Oui, ça appartient à un meuble. Mais les gens qui développent les produits, que ce soit du textile, les fixations ou les skis, c'est de l'artisanat, quoi. C'est des couturières, c'est des gens qui imprègnent des tissus au fond d'une cave, c'est des gens qui passent énormément de temps. Le process de développement d'un produit, qu'il soit ski, textile ou fixation, il implique déjà des gens qui sont passionnés, qui travaillent avec leurs mains, et faut pas voir ça comme un truc qui va sortir d'une usine comme ça très facilement. Et on implique dans les processus de développement des ingénieurs qui connaissent les matériaux, la mécanique, qui font des dessins 3D, tout ça. On implique des riders comme nous, qui ont ou des idées, et qui vont aussi à la pêche aux idées, parce qu'on passe notre temps sur le terrain, et puis c'est pas qu'on crée des produits parce qu'il y a pour faire forcément du business. On se dit tiens, on a une low-tech, c'est super cool, qui existe depuis combien de temps la low-tech? 40. Hein? 40. Le Dynafit? Ouais. Ah oui, c'est Une quarantaine d'années. 40 ouais. 35 ans. Donc c'était super d'avoir ça, mais après avec des problèmes où depuis maintenant une vingtaine d'années, les gens ils sortent des sentiers battus, ils font du freeride, ils vont dans la montagne, surtout à Chamonix, hein, c'est hyper connu. Et puis quand on descend et puis qu'il y a des fois on a un petit peu envie d'ouvrir la poignée de gaz, quoi, de descendre un petit peu plus vite, et puis ou alors même si on va plus doucement dans une forêt, pas avoir une fixation qui est totalement loquée avec laquelle on peut se faire mal. Et dans un process de développement, pour y revenir, on a des ambassadeurs et des riders et des gens qui font faire des tests qu'on appelle longue durée. Des essais longue durée qui peuvent durer 1 an ou 2 ans pour éprouver les fixations avant qu'elles sortent sur le marché. Et donc si on part du début, peut-être que Ben tu peux parler du début de la fixation, mais avant de lui laisser la parole, la première fois qu'on a parlé de ça avec Tony, c'était 2010 ou 11. Il a bugué. En vrai, c'était 2009. Ouais, 2009. L'idée d'avoir une fixation qui puisse, en plus, pas vraiment sous cette forme-là, mais en se disant, tiens, on aimerait monter léger, mais descendre quand même fort, avec une fixation qui tient à 13, 14, 15, 16. Donc on a pensé à enlever les butées, on a pensé à mettre différents réglages et tout. Et puis ça, après, c'est leur affaire d'arriver à un processus comme ça. Même s'il y avait déjà eu, je pense, par le passé, des petites idées qui devaient peut-être y ressembler. Mais il y en avait eu plein, mais il faut refaire un peu l'histoire. C'est qu'il y a encore 10 ans, il n'y avait pas de chaussures à pin qui skiaient fort. Donc il y a 10 ans, tu sortais ça, tout le monde t'aurait dit parce que tu peux pas t'en servir. Tu n'as pas des chaussures qui vont vite entre guillemets, c'est-à-dire qui supportent une grosse pression. T'as que des choses. Si tu mets une chaussure d'il y a 10 ans, alors vous n'avez peut-être pas tous connu les chaussures d'il y a 10 ans, mais tu mets une TR9 avec ça, tu te démoules assez rapidement. Tu vois. Donc il y a ça aussi qui a fait que les choses ont pu évoluer. C'est que d'abord on a fait des chaussures à pin qui fonctionnent un peu plus fort. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit maintenant c'est le moment de mettre la fixe qui va en face, quoi. La fixe qui va en face, et ça c'est un truc où c'est des marques et aussi des vendeurs, enfin tout notre environnement, on met pas assez l'accent sur l'association chaussures fixation ski. On voit des fois des montages qui sont un peu débiles, quoi. Une chaussure très rigide sur un ski too light, ou maintenant on peut faire ça, c'est-à-dire que un ski très light sur un... Ça, avec une chaussure performante d'aujourd'hui et un ski, ils sont derrière qui est comme ça, à un moment c'est obligatoire qu'il y ait un petit problème de transmission quelque part. Je sais pas, ça... Mais on le voit, là à Chamonix, moi je le vois tous les jours en gros. Hein. Mais pour certaines personnes, c'est pas choquant. Donc ce qu'il dit Romain, c'est hyper important. Il faut que les sets ils soient. Pour ça, après on va parler un peu des différents types de fixes. Aussi parce qu'il y a eu une demande quand même des gens. Parce que les gens ils sortent des pistes. Puis maintenant, si... on a une question qu'on n'a pas posée d'ailleurs, c'est vous. Qui pratique le hors-piste? Tout le monde. Vous êtes tous intéressés.
On sait bien que dès qu'il tombe 10 cm de neige, le domaine est très très vite tracé à la moindre montée. Moi je suis des arcs, tu vas à Val d'Isère ou n'importe où, c'est très chiant parce que. Enfin chiant. Non, c'est normal parce que j'en fais partie. Donc, les domaines sont très vite tracés, donc tu as besoin de te promener. Il y a des stations comme à Whistler, le domaine il ouvre, sur le premier siège, on va dire le deuxième. Tu arrives en haut, tu as les 4 mecs qui étaient devant toi, ils enlèvent leur ski, ils mettent les pots, ils partent. Alors que tu arrives sur un domaine qui était au sommet du domaine, c'est tout vierge. Parce que les gens là-bas, ils ont cette culture-là. Direct, ils vont dans le backcountry. Donc on a, nous, notre pratique en France, mais il y a aussi pratique US, nord-américaine et Europe d'une manière générale. Donc on a besoin de produits qui puissent le permettre de se déplacer et avec toutes les fonctionnalités dont on va parler. Donc la première fixation, enfin première fois qu'on a parlé de ça, c'était 2009-2010 et après il y a eu tout ce process de développement. Ben, il y a déjà eu, il a fallu faire mûrir l'idée et puis comment dire, on écoute les riders. Après il faut aussi que derrière il faut qu'il y ait un intérêt et c'était le début de la rando. Donc au fur et à mesure la marque est partie aussi à créer tout le produit et un segment complet parce que Salomon il y a quelques années il n'y avait pas de ski de rando, pas de chaussures de rando. Donc c'est un processus qui a été long. Donc j'allais dire il y a eu peut-être 1 ou 2 ans d'exploration où on va chercher des concepts, des idées, on essaye, on réalise un proto, on leur fait essayer, ça ne va pas du tout, ils reviennent et ainsi de suite. Et il y a à peu près 5 ans, donc en fait on a validé ce concept-là, où on s'est dit là on est dans la bonne voie. Et donc derrière, on va dire, derrière ça, il y a 4 à 5 ans d'années de développement. Donc c'est de réaliser toutes les pièces, industrialiser tout ça, et puis il y a énormément de tests en interne, sur le terrain. Comme l'a dit Romain tout à l'heure, on met des produits, peut-être vous en avez déjà vu, mais ça fait 3 hivers en fait que beaucoup de monde sur Chamonix était équipé, avec des fixations, beaucoup de guides. On avait à peu près 30 à 40 personnes qui tournaient, pour tous les hivers, donc depuis 3 hivers avec les fixations pour les valider, et pour être sûr que quand ça sort dans le commerce, il n'y a aucun problème et que la fixation soit fiable. Et une fixation a énormément d'importance sur un ski. Souvent on entend dire ce ski il est pourri sur un test, mais si tu regardes la fixation que tu as dessus, c'est une fixation de lock qui a énormément de comment on appelle ça, pas d'élasticité mais de brillage quoi. Et du coup le temps que tu emmènes ton ski avec ta chaussure et la puissance, le ski lui il n'a pas bougé, que toi tu es déjà incliné comme ça. Et tu te retrouves avec des skis qui broutent, qui rataillent, qui n'ont pas vraiment une bonne vie. Et souvent, moi j'ai déjà fait des tests avec 4 paires de skis identiques, 4 fois la même fixation comme ça, et juste tu changes une petite interface dessous de 1 mm de plastique de densité différente. Et tu as 4 skis totalement différents. Et une fixation, si tu as un déséquilibre entre la butée et la talonnière, ça va pas bien marcher. Et inversement. Donc c'est assez pointu le temps d'arriver à une fixation équilibrée, qui fonctionne, qui est solide, qui passe une batterie de test, je sais pas, Benoît il va nous en parler, mais c'est vraiment, ça prend du temps. Donc la premier jet de la fixation, c'était quand? Combien d'années? Ce concept-là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Les premiers prototypes. Il y a 5 ans, on skiait avec ça. Donc c'est Guardian, développé par Salomon et qui ont été vendus aussi avec d'autres marques. Mais ces Guardian, on les avait pour pouvoir faire 200, 300, 400, 500 mètres, des fois presque 1000 mètres de dénivelé pour un poids de 2,8 kg. C'est ça? Quasiment. Ouais. Donc si on fait un petit calcul, il y a 5 ans ou 6 ans, on avait des skis, chez nous c'était des Rocker 2, en largeur 122, ça pesait 2 kg, 2 kg 2 le ski, je crois, ou 2 kg 3. La fixation, combien pour une? 1,5. 1,5. Donc on est quasiment à 4 kg. Chaussures 2 kg. Chaussures, on était à 2 kg 3. Donc on est à 6 kg et demi. Pour un pied. Pour un pied. Donc 13 kg. Donc ça tire sur les articulations, c'est dur ski avec. Faut le trimballer dans la montagne. Maintenant, on est à, donc au lieu de 6 kg et demi, on est là sur la fixe 800 grammes, la chaussure 1,5, donc on a 2 kg 3 et des skis qui font quasiment 1,5, donc on est à 3 kg 8, 3 kg 8 au lieu de 6 kg et demi. Donc on a quasiment gagné 3 kg par pied. Donc 6 kg sur le set pour faire exactement la même chose.
Tu Ça, gagnes en technique, tu gagnes en confort. Il faut tu s'en gagnes rendre en compte style. hein, parce que c'est quand même, moi pour avoir connu les avant, c'était bien en ski, on s'amusait bien aussi avant. Hein. Mais c'est pas le même sport quand même. Hein. Ouais. Ce qu'il voulait, je pense, bien dire, c'est que quand tu arrives avec une idée comme ça dans une boîte comme Salomon, pour que ça devienne un produit, dans certains bureaux, il faut y aller. Hein. Tu vois, là, les mecs, ils te regardent avec des yeux comme ça, ils te disent, tu veux mettre une pine dans une alpine, tu as... Ouais, tu vois, un truc, ça s'ouvrirait, tac, tac, tac. Ah, ouais. Allez, tu vois, ils te prennent pour un... Parce qu'avant que le sacré, Ben quoi. Sublé et l'ingénieur il bosse dessus, Que ça lui il faut arrive. déjà convaincre le marketing que tu vas avoir un produit en magasin qui va se vendre. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça aussi, c'est que les marques ils gagnent de l'argent quoi, pour les fixations. Donc et en plus, Surtout qu'ils investissent pour faire une fixe comme ça, ouais, comme pour une une pièce pièce comme là-dedans. ça. Parce Pour que une au pièce. final, ils vont dire bon, ça va intéresser une trentaine de gars, dont 20 Norvégiens Sponsorisés. dans la vallée de Chartres, ceux qui sont sponsorisés, les guides. Bon, voilà, il y a une étude de marché qui est un petit peu compliquée à faire. Après, faut trouver tout le processus, faut avoir la fixation, faut que les magasins aussi soient séduits pour l'acheter, qu'ils se disent est-ce que je vais pouvoir la vendre. Voilà, c'est quand même un paquet de questions à se poser avant de se dire est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, et combien ça va nous coûter, et surtout combien ça va nous rapporter. Il y a Jérôme d'ailleurs, qui est là pour en parler, Jérôme. Et Jérôme, il est commercial pour la marque depuis le siècle dernier maintenant, hein, quand même. Et il vend ses produits dans les magasins. Et donc c'est... Alors, la seule chose que je peux dire, c'est la sensation qu'on a nous, c'est l'innovation de la fixation chez Salomon. Il y a 30 ans qu'on n'a pas eu un truc comme ça. C'est vraiment un pas en avant et un vrai bonheur à présenter au magasin. C'est clair. C'est vrai que aussi dans notre monde, c'est compliqué de faire des innovations. Parce qu'une fixation, c'est un truc qui t'attache au ski. Les skis, ça reste un Les planche gros de breaks, bois. c'est pas toutes les années. Hein, C'est pas facile de trouver des produits qui vont être séduisants et qui vont pouvoir surtout marcher sur le terrain, fonctionner. Moi, c'est l'objectif toujours que j'ai eu de base, c'est faire des produits qui marchent. Du coup, s'ils marchent, ils marchent dans tous les sens, quoi. Et voilà. Là, je pense qu'on y arrivait pas mal. Donc, je vais poser une question à Benoît. Combien il y a eu de protos? Sur ce concept-là, on est passé à peu près par une vingtaine d'itérations pour trouver vraiment la cinématique, le fonctionnement qui va bien. Et puis derrière, faut savoir qu'on a à peu près une centaine de pièces nouvelles. Donc où il y en a plusieurs. Hein. Une paire de fixation normale, juste pour faire un petit ratio, ça c'est une centaine de pièces pour une paire. Une shift, il y a 300 pièces dans une fixation, dans la paire de fixation. Et pour valider ces 300 pièces, on a un laboratoire à Annecy où en fait on vient faire des essais donc, de choc, d'endurance, et on a à peu près broyé entre 1000 et 1200 paires de fixation, de shift, pour atteindre le bon niveau de qualité. Donc ça a un coût, c'est du temps aussi, il y a énormément de tests. Et aujourd'hui, voilà, Salomon a une image, en tout cas dans la fixation, de choses solides. Et on a un cahier des charges qui est vraiment élevé pour que chaque produit qui sort dans le commerce ait toujours cette image-là et soit vraiment durable. C'était vraiment l'idée aussi de cette fixation. C'est pour ça que ça a pris aussi du temps de la développer. Vous avez des questions à poser à Benoît? C'est le moment, et qui bosse dessus. Donc, moi, je rajouterais juste des investissements en location dans une boîte comme Salomon, c'est ce qui coûte le plus cher. Faire un ski, ça coûte cher, mais c'est rien comparé à une fixation. C'est démesuré même. Oui, c'est démesuré. Est-ce que vous savez comment on développe un ski? Non? Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Un ski, il y a un moule qui est fait par un ingénieur, un développeur. Il va dire on va mettre ça dans le ski, tel type de noyau, tel type de fibre. Le moule, ça fait le shape. Et après, ce que tu mets dedans, ça fait la vie La vie. en plus du shape.
Donc ce ski, ils en sortent 4 protos dans une taille. Tiens, va jouer avec, tu reviens, tu nous dis qu'est-ce qui se passe. Tony va jouer avec, il dit bah ces deux-là, elles sont vraiment pourries, j'arrive pas à skier avec, mais ces deux-là sont bien, par contre il y a ci, ça et ça qui va pas. Donc ils reprennent les 2 paires qui allaient bien, ou la paire qui allait bien, et ils en refont une série. Un moule qui coûte par exemple, qui va coûter de l'ordre de 4 à 5 000 euros. Donc c'est pour une grosse boîte, c'est des petits investissements. Et ça peut se faire de l'ordre de... Tu fais 2 à 3 itérations dans l'année, et à la fin de l'année, tu as réussi à créer ton ski, à trouver tout. Donc le temps de développement d'un Mais ski... une fois quand même, c'est pas si simple. Parce qu'une fois que tu as fait 2, 3, 4, 5 itérations dans une taille, Ouais. parce qu'il faut faire après toutes les tailles, tu as un proto qui fonctionne. Là, ce proto, ils l'envoient à une usine. Et après, ils vont faire un proto d'usine. Un moule d'usine. Un moule d'usine qui va servir à fabriquer à la chaîne 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 paires de skis en fonction des commandes des magasins. Il faut régler le moule. Là, il faut régler le moule. Donc, on va refaire 1, 2, 3, 4 protos. Une fois que le produit est fini, ça a pris 1 an et demi, 2 ans, il faut le présenter en sample. Donc, on fait des samples, 300, 400. Les samples, c'est des produits qui vont servir à être montrés dans les différentes filiales pour être vendus au magasin. Et là, une fois que tu as ces samples, les magasins font les commandes. Donc un ski, entre le moment où il germe et le moment où il arrive là dans le rayon derrière, il se passe 3 ans à peu près. Donc là, on est en train de skier sur des produits qui sortiront en 2022 quasiment. 23, donc ça, tu es obligé de faire en avance. Une fixation, c'est plus long. C'est plus long, c'est vachement plus compliqué. Tu fais la même chose, mais en mode 300 pièces. Faut que ça passe des tests de gel, de transport, tous les tests qu'il y a, c'est un truc de ouf. Je sais pas combien il y a de tests, il y a combien de tests? On a à peu près une 50aine de chocs. Donc en fait, on vient avec c'est un pendule avec un marteau. Donc on tape dans toutes les directions, avec différents niveaux de qualité. Et après, on a une 50aine de tests, ce qu'on appelle d'endurance, où là, on vient faire vieillir la fixation. Donc par exemple, on met une chaussure et on simule des flexions de ski. Et ça tourne sur des dizaines de milliers de cycles. Et donc on a beaucoup de machines comme ça. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les fixations sont certifiées par une norme, donc une norme ISO. Et cette norme-là est validée par un laboratoire indépendant. Donc pour les fixations, le laboratoire le plus reconnu, c'est le TÜV en Allemagne, où là, il y a encore une 50aine de tests. Donc il y a des tests très simples qui sont des déclenchements, comme quand vous pouvez tomber, hein, où on fait le déclenchement latéral, on fait tourner la butée, on lève le talon. Mais après, il y a une 50aine de tests où il y a des charges combinées. Et donc sur tous ces tests, on a des critères et ils doivent être tous validés. S'il y en a un seul qui ne marche pas, on repart avec la fixation sous le bras de Munich, on retourne bosser à la maison et on y retourne. Et donc ça met pas mal de temps à valider tous ces tests pour pouvoir avoir ce certificat TÜV qui certifie que la fixation a le niveau de sécurité qui est défini par la norme pour limiter les blessures en cas de chute. Plus après tous les brevets qui ont été posés depuis des années par d'autres marques, d'autres développeurs sur la forme de la vis, la taille du nez, les brevets je les connais pas mais c'est un truc de dingue pour arriver à trouver les propres brevets pour arriver à ce système. Il faut savoir, il y a 8 brevets qui ont été déposés en fait depuis le début du concept, juste sur cette fixation-là. C'est aussi un coût de protéger tout ça. Et ça montre, je veux dire, l'innovation parce que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de choses qui ont été posées dans la fixation chez Salomon. Donc là, il y a vraiment on a quelque chose de rupture par rapport au marché. Ça veut dire aussi un truc, ça veut dire que pour développer une fixation comme ça, faut avoir les reins solides quoi. Parce que je pense qu'on peut pas dire combien ça a coûté, mais vous doutez que ça va pas coûter 1500 balles quoi pour arriver à ce truc là. Voilà. Yes. Tony, tu nous expliques comment elle fonctionne ou... Ouais, je peux le faire. Bon, Il y en a qui la connaissent. il y en a qui ont déjà touché, Ouais. skié, pas du tout. Touché. Bon, ça. Fonctionnement classique, donc quand elle est dans cette position-là, on met son petit péton dedans, on appuie, on chausse. Ça, jusque-là, tout le monde connaît.
Quand on va enlever son pied, on appuie avec son bâton, avec son ski, mais c'est moins conseillé. On déchausse. Ça, tout le monde connaît. Voilà. Si on veut passer en position montée, donc il faut forcément des inserts sur les chaussures. Voilà, d'où l'importance d'avoir que les chaussures aient progressé, quoi. On déverrouille la partie avant, donc on libère l'épine. Avec son petit bâton, on peut actionner ou avec ses doigts, parce qu'aujourd'hui on s'en est servi, on était dans du terrain un petit peu olé olé, on ne pouvait pas poser trop les skis à plat, donc c'était bien de pouvoir chausser. En fait, moi je préfère ça que le chaussage des low-tech, c'était un des trucs qu'on voulait dans le cahier des charges. Les low-tech, vous voyez comment on chausse, c'est notre pied en appuyant qui ferme la pince. Et moi je voulais pas ça. Parce que je sais pas si vous avez qui a déjà chaussé des low-tech. On passe souvent un bon petit moment voilà. Donc moi je voulais pas ça, je voulais pouvoir maîtriser la façon de chausser. Donc là c'est facile, j'ouvre, tac, je ferme, c'est dedans. Je verrouille, voilà. Derrière je mets ma petite butée qui va venir fermer mes freins, donc ça ferme les freins, et je pars à la montée. Vu que mon pied est légèrement avancé, je touche plus la butée arrière. Donc je suis en position montée, et si j'ai besoin de caler plus, j'ai une cale. Voilà. Pour repasser en position ski, donc contrairement au low-tech où il y a cet avantage quand on est pris dans la pince de pouvoir par exemple retourner le talon, chausser, enlever sa peau, être prêt à partir, là on est obligé de démonter. Donc pour démonter, simple, hein, j'enlève la cale, j'appuie ici avec mon bâton où ça repasse dans la position. Moi ce que je fais c'est que je serre un petit peu la pince, donc ça relève le chichou là, et je pousse le chichou. Voilà. Ça c'est disgracieux en l'air, du coup on a fait un petit... il a fait là, parce que j'ai juste dit fait un petit truc qui bloque. Voilà, et vite. Et du coup on repasse dans la situation de départ. Voilà. Donc ça demande forcément de pratiquer un petit peu, mais voilà. Le seul problème qu'il peut y avoir et qu'on m'a retourné, c'est le seul problème trop que j'ai trouvé à ce système-là, c'est qu'il y en a, ils m'ont dit « Ouais, mais quand je m'essuie les pieds comme ça, eh ben elle s'ouvre. » Voilà, donc vous essuierez plus les pieds pour ouvrir la fixe devant. Ça c'est le petit problème. Ou alors tu t'essuies derrière. Parce qu'il y en a encore qui font ça, je vois souvent le bra 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 bra, plac. C'est une fixation quand même, hein. C'est ce qui va te tenir, t'es accroché, bref. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Ben voilà le petit patin qui permet. Là il y a un porte-couteau, donc il y a des couteaux spécifiques qui vont... Voilà, moi j'aurais bien aimé que ce soit les couteaux du marché qui puissent y aller. On n'a pas réussi à le faire. Il a juste dit un truc, ça c'est le petit truc qui permet, mais il commence les phrases et il les finit pas souvent. Le petit machin qui permet là, c'est ce qu'on appelle un slider. Voilà. Ah oui, j'ai pas Ce qui permet quand même, c'est intéressant, de mettre quasiment tous les types de chaussures du marché. Sauf ouais, tout ce qui est normé en tout cas. Voilà, tout ce qui est normé. Ouais. Les chaussures MNC. alpines, lisses, plastique dur. Celles-là qui sont plastique dessous, mou, ou alors celles qui sont WTR. où il y a du mou autour et un petit carré dur au milieu. Ou grip walk. Donc ça permet, avec quand on chausse et qu'on a une forte torsion et qu'on a besoin de déchausser, bah, le slider, il permet à la chaussure de pivoter et d'ouvrir les ailettes et donc de déchausser et d'être en sécurité. Il n'y a qu'un type de chaussure qu'elle n'accepte pas. Vous voyez ce que c'est à peu près comme type de chaussure? C'est les chaussures de course, de randonnée, dites short shell, celles qui ont des tout petits débords là, ou celles où carrément ils l'ont enlevé le débord. Parce que la fixe elle mord pas dedans. Voilà, il n'y a pas assez de débord pour que la fixe morde. Et en plus de ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avoir une chaussure comme ça, type Alien ou la XAP chez nous, ça marche pas parce que tu as une chaussure quand même qui est vachement... Qui ne va pas amener du matériel qui est dessous, quoi. Voilà. Donc ce slider là, on règle la hauteur aussi avec cette vis qui permet d'incliner et d'ajuster la hauteur pour qu'on n'ait pas de mouvement. Et comme ça, on peut passer un peu sur toutes les hauteurs de chaussures. Parce que c'est un problème ça maintenant. Il y a tellement de chaussures différentes, il y a tellement de spécificités que nous, il a fait qu'on se fasse un petit tableau en se disant, ben,
il faut que ça touche tout, il faut que ça prenne tout, donc il faut trouver un système qui fonctionne. Le DIN, donc là, ce qui permet de régler la puissance Déclenchement. de déclenchement, sachant que les chiffres que vous avez sur une fixation, c'est pas 1 kilo, c'est pas je pèse 60 kg, je mets sur 6. Moi j'en pèse 60, je mets sur 13, 12, avant 18. C'est pas le bon exemple. Ouais. Non. Non mais ou d'autres. T'en as qui en pèsent 80, il faudrait qu'ils règlent sur 6 parce qu'ils sont pas à un bon niveau, il vaut mieux déchausser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une norme, et en fait la norme elle définit ce niveau de réglage. Donc maintenant il y a plein de petites applications où les magasins qui doivent, c'est obligatoire normalement de faire régler sa fixation dans un magasin, donc ils ont des petits logiciels où ils rentrent l'âge de la personne, le poids, le niveau de ski, la longueur de chaussure, parce que aussi quelqu'un qui a un très grand pied, les bras de levier sont plus importants, et automatiquement par rapport à une charte de la norme, ça sort le niveau à régler. Donc Et après on affine avec l'expérience. et il y a- Toi tu règles à 6 et puis tu fais 4 mètres et tu te mets le gros tartempion, ah bah tu montes à 7. Et tu refais pareil, tu remets le tartempion, bah tu mets 8. Et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Si là, donc le DIN à l'avant, ici c'est un réglage DIN vertical à l'arrière. Et si on parle d'une fixation comme celle-ci, dont on taira le nom pour le moment, il y a un réglage ici qui permet normalement d'ajuster un curseur sur un chiffre, mais ça n'a rien de... Ben, ça fait un réglage de la même façon DIN qui est normé TÜV, mais tu n'as pas un réglage avant et arrière, donc la façon de déclencher, ça va pas du tout être les mêmes, même si le principe général est le même, tu n'auras pas les mêmes résultats forcément, quoi. Donc là ils ont fait tourner la butée devant pour justement pallier un petit peu à ces mouvements, mais tout se passe par l'arrière. Voilà, alors que là, ça se passe par l'avant et par l'arrière. Et sur une fixe comme ça, low-tech, il suffit que tu aies un décalage de 1 mm de plus ou de moins qui rentre dans ta godasse, forcément ça fait pas le même bras de levier et tu n'as plus du tout le même chiffre de réglage. Et entre parenthèses, les fixations de ce type-là, qui ont une rotation à l'avant, moi je fais 4 mètres avec et je n'arrive pas à skier parce que je n'emmène pas mon ski comme il faut. Et donc si j'ai une fixation comme ça, qu'est-ce que je fais? Je la lock, je la tambourine, comme ça elle bouge plus et au moins mon ski je l'emmène et ça tient la route. Et par contre, le genou se décapsule très facilement. Sinon, donc c'est pas tant pour défoncer les autres, c'est pour dire que l'avantage d'une fixation comme celle-ci, c'est que tu vas déchausser suivant ton réglage dès que tu auras une surpression, en tout cas ce qui fait que ta chaussure va déchausser et que tu ne te feras pas un genou Et c'est précis, c'est-à-dire que si c'est 8, ça va être entre 7,78 et 8,2. La zone elle est précise, quoi. Vous connaissez un peu tous les types de fixes? Ouais. Ça, fixe à pin classique. Voilà, donc là, un modèle plutôt allégé pour faire la course à pied. Mais le principe, il est le même, c'est-à-dire que c'est l'écart ici, ça, ce mouvement-là, ici pas loqué avec des ressorts, qui va permettre de déchausser. Voilà, donc du moment où on lock ici, il sert à quoi le lock? Je sais pas si je peux le faire sans arracher quelque chose. Julien? Ouais, le lock il sert à quoi? Bloqué. À bloquer, pourquoi faire? Pour monter un peu. Pour monter. Normalement, on ne doit pas skier dans cette position-là. D'accord? Même si, quelquefois, ça peut être avantageux de pouvoir bloquer. Je veux dire, tu es en haut d'un petit bout de raidillon tout dur, tu sais que c'est plus dangereux de perdre un ski que de te twister un genou. Tu vas peut-être utiliser cette fonction à des fins déviées. Voilà. Mais normalement, on doit skier comme ça. Quoi? Pas comme ça. Comme ça. Ok? J'ai pas mis les doigts, j'ai fait péter les doigts. Voilà. Et là, c'est donc ce qui est donné de la fixe qui donne le déclenchement. Donc, mais loquer ces fixations, on revient à ce qu'il y avait avant. C'est pourquoi s'étaient inventées toutes ces fixations, comme dans le film. C'est qu'il y a eu des genoux, des os et des bien tordus, parce que quand le ski tourne et que la jambe elle va dans l'autre sens, ben, vous voyez le résultat. On a eu quand même quelques années au niveau des hôpitaux, là, vous avez beaucoup de fractures hélicoïdales et de genoux qui pétaient parce que beaucoup de gens skient avec ce type de matériel pour faire la montagne. Et même à la montée. J'ai déjà vu un fémur cassé comme ça à la montée.
Mais à monter, tu es obligé. Parce que tu perds le ski à chaque fois que tu fais une conversion. Si tu n'as pas bloqué, tu fais floup. Oh merde. Donc ça, l'épine, très bien, hyper efficace, ça marche. Voilà, après, donc c'est la grande sœur, c'est l'épine, mais avec toutes les variantes pour essayer d'en faire quelque chose qui déclenche correctement. Mais du coup, à mon sens, ça perd un peu le charme de ça en termes de poids et ça n'a pas le charme de ça en termes de skiabilité. Du coup, ça peut être bien, mais voilà, ça existe. Après, il y a ça. Qui c'est qui connaît ça? Donc ça, c'est exactement la même idée que nous, en gros. Donc c'est arrivé dans les mêmes processus et tout. Sauf que ça amène, le déclenchement passe quasiment que de l'arrière. Ils ont juste augmenté la force du déclenchement à l'avant. Et donc tout se fait par l'arrière. Avec une puissance de déclenchement à l'avant. Ça, si tu veux, ce ressort-là, si tu twists ton pied comme ça, on va dire qu'en gros, entre guillemets, si c'était entre nous, c'est du 3, quoi, devant, si tu n'as pas chaussé l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils sont peut-être montés à, je sais pas, quelque chose aux alentours de combien? 6,5. Voilà. Donc si tu n'as pas l'arrière et que tu fais ça, c'est du 6,5. Donc beaucoup de choses se passent par là. Ça marche très bien, c'est une super skiabilité, mais c'est une skiabilité qui passe par l'épine. De nouveau à la descente. C'est-à-dire que tu vas amener ta déformation de chaussure, tout ça, elle est différente. Quand tu passes par l'épine, on comprend bien que c'est pas la même chose qui va se passer que quand tu as quelque chose qui vient fermer la mâchoire devant. Voilà. Donc après, du coup, il y a ça, ou la skiabilité comme ça, qui est exactement la même chose finalement que ça. Sauf que du coup, quand tu montes, là tu lèves toute la fixation. Tu pleures? Tu ne pleures pas, parce que ça marche, ces fixations. Il y a eu plein de... C'est juste que voilà, ça c'est la même chose que ça, mais plus performant en termes de poids, et aussi en termes, tu ne lèves pas la fixe. Donc si tu pousses un peu ton ski, tu lèves quand même moins de poids à la fin de la journée, quoi. Par contre, une fixation comme ça, elle envoyait vraiment de la puissance au ski. Énormément de power, et du coup skier ça en freeride, ça a envoyé beaucoup. Quand tu veux dire ça envoyé, c'est-à-dire que le ski devient par exemple dur à mettre en travers. C'est des skis qui vont pas, ça réagit pas pareil de skier le même ski avec ça qu'avec ça. Ouais, t'as deux skis totalement différents. Là, on a voulu faire des choses un peu plus rondes, dans la conduite de courbe. Quelque chose qui est un peu moins agressif, c'est pour faire du free ski, c'est pas pour faire Du slalom. Ça, tu peux quasiment. Même si tu y arriverais, mais c'est plus rond, quoi, tout doux. Et après, il y a ça. Juste là. Et ça aussi, si vous avez déjà utilisé une fixe à plaque, le point de pivot quand on monte, donc c'est clair qu'on lève tout le poids, et en fait le point de rotation en fait, est très en avant pour pouvoir tourner. Et en fait, ça donne un geste qui n'est pas du tout naturel. C'est pour ça que il y a 30 ans, quand M. Bartel il a inventé l'Elotech, il a voulu rapprocher au maximum ce point de pivot de ses orteils. Et c'est toutes les fixes à pins. Et c'est vrai que les demandes de Tony au départ, c'était de se dire, ça c'est bien, mais au bout de 1000 mètres, ça me tire tous les muscles, c'est pas naturel. Pas que pour le poids. Et donc là, voilà, l'idée aussi dans la shift, c'était d'avoir ce mouvement avec cet axe de rotation à la montée qui soit c'est d'avoir le meilleur du monde de pin à la montée, sans forcément aller jusqu'à ce délire-là de poids, et le meilleur du monde de la skiabilité à la descente, quoi. Voilà, et après, donc il y a les fixes flat que vous connaissez, il y en a plein de. Et là, il n'y a rien trop à dire, ça marche bien, on connaît. Après, chacun prend un peu la marque qu'il veut, en sachant qu'il y a des principes mécaniques qui sont différents suivant les marques, du coup, qui font des skiabilités différentes. C'est clair et net, il y en a, ils préfèrent skier avec une Look, il y en a, ils préfèrent skier avec une STH, parce qu'ils ressentent des choses différentes. C'est des signatures. Voilà, c'est des signatures, et ça, après, c'est vraiment du style, quoi, du style de la sensation. Voilà, en gros, le monde de la fixation. Est-ce que ça répond? C'est à la question différence kingpin. Vous avez bien compris la différence kingpin. Comment elle s'appelle déjà? Chicho shift. Vous voyez, je dis pas que la kingpin n'est pas bien. C'est très très bien.
Et l'autre truc, c'est que je ride beaucoup avec des riders qui ont la Kingpin, du coup, parce que c'est intéressant pour eux. Ils ride quasiment tout le temps, du coup, avec l'avant. Voilà. Donc, tant que ça passe, ça plaque et tout, c'est nickel. Le coup, ça plaque pas, ben... Voilà. What else sur les fixations, des questions? Est-ce qu'en termes de durée de vie, le fait qu'il y ait plein de composants en plus, ça joue par rapport à une fixation classique comme la Guardian? C'est pour ça qu'on a mis longtemps à développer, et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un processus qualité en interne chez Salomon, où tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, on reprend la feuille et on retourne travailler. Et aujourd'hui, on sort le produit parce qu'il a atteint le bon niveau de qualité. Donc en termes de durabilité, en fait, c'est aussi résistant que ça. Et Parce que tu as plein de pisteurs qui sont grattés sur ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui l'utilisent. C'est aussi l'avantage qu'on a eu sur ce développement-là de la chip, c'est que ça fait déjà, c'est la 3e saison qu'on va faire avec, et on n'a pas eu quand même quatrième. Enfin, elles ont vraiment beaucoup été testées, beaucoup développées en ELD, beaucoup testées par les riders. D'ailleurs, on peut En mettre gros, ça, c'était prêt en même temps que ça. Mais Pas officiellement lancé. voilà, on n'y va pas, non, si on y est juste, on n'y est pas. Pas au bon niveau, on n'y va pas. Donc, Quelle est la boîte, suite non, d'une on n'y va fixation pas. générale? Enfin, est-ce qu'il y a une incidence dans le temps, peu importe le type de fixation? Non, je pense pas. Après, aujourd'hui, Salomon, faut savoir, c'est qu'ils sortiront pas un produit qui est pas prêt. Et encore plus, c'est un produit de sécurité, hein, je vous l'ai dit, il y a des normes. Ouais, bien sûr. Demain, s'il y a un problème, c'est un procès. Les personnes de la qualité vont devant un juge parce que c'est comme une ceinture de sécurité dans votre voiture. Donc aujourd'hui, Salomon, il ne sort pas un produit qui n'est pas prêt. Voilà, c'était plus une question générale sur les fixations en tant que telles. Si Oui. elles ont une durée de vie, par exemple la paire de skis, bon, quand il n'y a plus de cas ou quand elle est foncée, on la change. Une durée de vie, après, il y a de l'usure, comme tout produit. Réellement, moi je vois encore tourner, si vous connaissez des vieilles 920, les vieilles fixes Salomon de course rouge, là, qui ont 10-15 ans et qui fonctionnent encore très bien. Ce qu'il faut juste checker, en fait, voilà, c'est les valeurs de déclenchement, c'est qu'il y a de la salissure qui peut se mettre, ça peut faire évoluer un petit peu ces valeurs de déclenchement. Si par exemple il y a un contrôle qui est fait en magasin, il y a des magasins qui sont équipés de machines pour faire ces contrôles-là, si ça passe le contrôle, il n'y a vraiment pas de souci. Faut savoir, c'est que je pense que la fixation a sûrement une durée de vie beaucoup plus longue que le reste, que votre ski ou votre paire de chaussures. Et ça c'est général, je pense, à toutes les fixations. Il y a juste aussi, en termes de poids, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, vous avez une DIN 13, donc on peut régler, et là c'est la même, et c'est 500 grammes de moins. Pour la même sécurité, et là on a les fonctions de montée en plus. Et là, ça a été aussi un gros boulot de pouvoir avoir les fonctions de montée avec ce poids-là. Il faut savoir, il y a un très très gros marché nord-américain pour ces produits-là. Et bon, là vous avez Tony et Romain, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 30 athlètes sur le team international, Salomon. Et il y en a plus d'une dizaine qui ont vraiment œuvré au développement de ces produits, dont quelques gros ricains, Cody Towson, Greg Hill, Toi, Ali, Chris tu avec Rubens. ça quasiment, Ça, un peu de low-tech ouais, aussi. Et la low-tech, bien sûr. Et ça a été aussi validé, parce que c'était important aussi, mais ça fait aussi 3 ans qu'ils tournent eux là-bas, au Canada, à Whistler, sur des neiges qui sont différentes aussi d'ici. Pour les bourrages, en fait. Et il y a 3 ans, 3-4 ans, les premières sorties, je me faisais un peu brasser parce que c'était le coup de téléphone, je suis au sommet de la montagne, c'est tout bloqué,
je fais quoi là? Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, on a essayé d'optimiser les choses pour que ça gèle pas, pour que ça fonctionne vraiment dans toutes les conditions. Et ça prend du temps. Alors, il est possible qu'on ait un bug ou deux, comme dans tous les produits qui sortent sur le marché. Mais on a quand même tellement fait travailler dans plein de conditions, tellement skié, tellement... sur la France, on a un parc test qui fait quand même pas mal de tests. Puis on a eu 0 casse quoi, quasiment. On a eu un petit truc sur un ressort qu'on avait ramené, mais voilà, c'est une vie d'une fixation, quoi. Attention, il va dire un truc. Non. D'autres questions? Est-ce que, au-delà du prix, Ouais. une STH a encore une valeur ajoutée par rapport à la Chine? En termes de transmission ou... Alors, je vais te donner moi ma réponse, qui n'utilise plus ces fixations-là, même si le comportement, moi je préfère ça. Et après, ça peut être juste, je pense, pour quelques personnes, ceux qui veulent visser à 16. Si tu veux, moi, là, voilà, le mec en France, on a des neiges qui sont dures, plus que de la neige molle. Moi, j'essaye de skier que de la neige douce. Donc, on va dire derby, compète. voilà, je veux dire, demain tu fais, solide, quoi. tu fais Verbier, tu vas pas prendre ça. De Parc toute aussi, tu vois, tout ce qui est tu freestyle. fais le derby de la Meige, Pipe. il n'y a que de la descente, la sécurité elle est gérée pour toi, t'as pas à remonter, machin. Il y a des gens qui voudront encore une STH avec de l'acier, un truc qui pèse, ils veulent avoir 14 kg à chaque pied pour que ça soit... Voilà, parce qu'ils suivent les skis là, hein. À un moment, t'arrêtes de tourner, hein. Tu vois, tu suis le matériel. Hein. C'est vas-y. Hein. Il y a un truc qu'il a pas dit, ça m'étonne de Tony d'ailleurs, c'est que il y a je vois un gros avantage à ça, c'est que maintenant je sors toujours avec ça sur n'importe quelle paire de ski. Et j'ai toujours une paire de pots dans le sac. Parce que si j'ai le pote qui se démonte ou qui est dans la coulée et que tu as 100 mètres à faire, si tu n'as pas ces pots là, et tu dois déchausser parce que c'est un peu raide et monter à pied et que tu as de la peuple jusque là, tu te déplaces pas. Et ça c'est Tony qui l'a amené aussi. C'était aussi son moi c'est mon leitmotiv, son cheval de bataille, hein. quoi. C'est d'aller dans la montagne, pouvoir faire du freeride. Mais moi ça me saoule d'aller en montagne faire du freeride avec ça. Même si, on l'a vu aujourd'hui, si tu as une petite paire de peaux, tu remontes comme ça, tu arrives à te déplacer, mais tu es quand même moins performant qu'avec ça. Donc moi, aller en montagne avec ça, c'est un truc, à part pour quelques professionnels du ride qui savent exactement qu'ils sont accompagnés de personnes, qui font des films exprès, parce que vous avez vu des films avec des mecs qui sont avec ça, qui sont soit posés en hélico, soit quelqu'un les aide, il y a quelque chose derrière. Mais nous, aller en montagne sans pouvoir se déplacer, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est un élément dit comme le gros mot là. Beaucoup de guides qui peuvent bosser avec, les pros. On voit beaucoup de guides qui ne sont pas forcément aptes à pouvoir se déplacer facilement. Et si tu as un carton, au moins avec ça, tu bouges. Alors après, moi je sais que j'ai 2 fixations. Quand je fais que de la montée, principalement quand ça va durer longtemps et tout, j'utilise des fixations à pin. Mais je sais que ma descente, la marge que je vais prendre, elle va être énorme. Et du moment que je veux skier d'une façon un peu plus freeride, où j'ai des accès de par les remontées et puis après je bouge, je prends ça, quoi. D'autres questions? Juste pour Roman tout à l'heure l'a dit, c'est qu'il y a 5 ans, tous les riders du team ils étaient là-dessus. À part aujourd'hui s'il y a un besoin de serrer fort, aujourd'hui c'est que tous les riders, ça skie quand même, ils sont là. Ah mais nous, à la rigueur, nous on skie pas, enfin on skie plus, on skie, on se déplace mais on règle à 11, 12, 13. Mais les autres sangliers de 25 ans là, qui tapent des doubles ou des triples arrière, ils utilisent quand même ça. Et ils skient encore, ils skient avec ça. Voilà, ils skient avec ça. Ils skient majoritairement de la puff. Hein. Donc en puff, ça va, c'est top. Après, en France, pour quelques gars, ça reprend à ta question, on revient au même. Il y a quelques gars, ils continueront à utiliser une 18, une 22, une je sais pas combien. Donc à part que le bin, quoi.
la SDF16 qui nous permet de... Ouais. Et il y a un autre truc, je te dis, moi aussi, c'est la skiabilité. La skiabilité, comment ça amène le ski. Moi, je préfère ça à ça et à ça. C'est clair et net. Parce que ça a été développé avec les skis d'aujourd'hui. Pour la façon dont on skie aujourd'hui, on taille quand même beaucoup moins aujourd'hui en free ski que l'époque Kaisa Crisson. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les skis de 2 mètres, ils prenaient les courbes, ça ressemble à des courbes. Hein. Aujourd'hui, mais c'est pas mieux ou moins bien, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, nos entrées de courbes se font beaucoup plus Du drift. en driftant, quoi. C'est hyper rare de rentrer sur la spatule en disant là je vais appuyer dans la ligne de pente, ça va accélérer, je vais en mettre encore plus. Non, nous c'est de la recherche de plaisir, c'est de la recherche de conduite, mais on peut quand même tailler avec, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond, Tolérant. pas là, beaucoup plus tolérant, tu vois. C'est pour ça que moi je préfère, c'est pour ça qu'on a fait cette fixation, pour arriver à cette façon de skier, quoi. Voilà. Et pas avoir un truc, tu sais, hyper on-off, là, hyper agressif, où t'as pas envie, tu vois, t'es dans le raid, tu sais, ça te prend le pied, ça relâche, tu vois, un peu quand ça fait croûte, neige soufflée qui fait mi-croûte, mi-machin, si t'arrives là-dedans à enrouler, plutôt que le truc qui fait « oh j'y vais pas, j'y vais », tu vois bien, à skier c'est moins cool, quoi. Ça donne de la tolérance, ouais. Voilà. Et Voilà l'idée. ça aussi, pour régler ça, on en parlait tout à l'heure, mais c'était compliqué. À un moment, Ben, lui, il a vraiment eu du mal à trouver les bons composants, les bons matériaux pour que ces ailettes-là, elles se déforment pas trop dans le virage et qu'on ait suffisamment de patates à l'avant. Pour que Et ça à un moment, il y amène avait pareil. plus de patates derrière qu'à l'avant. Du coup, le ski, il s'enfonçait de l'avant. Il sous-virait, quoi. Et maintenant, l'équilibre est très bon. C'est aussi ça, une fixation. Comme sur un ski, c'est l'équilibre avant-arrière, au moins tu te poses pas de questions. Et du coup, comment on fait pour la faire gagner, pas celle-là, mais c'est quoi le jeu? C'est Émilie la chef. C'est Émilie Hachi. Faut juste remplir des petits papiers après, je vous ferai tout ça. D'accord. En buvant la bière, on remplit les papiers et après on fait gagner ça. Parce que quand même, Snell, ils offrent une fixation, c'est quand même cool. C'est pas rien, hein. Et le gagnant, est... Ou la gagnante. C'est une gagnante. Émilie Ouais. Wright. Bravo.